Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, et donc je passe la main à Christine Chenet, donc, qui est directrice de l'Adrianeur pour la première intervention. Merci. Merci Marine, bonjour à tous. Tout d'abord, merci au Clubster NS7 d'avoir organisé ce webinaire. Et donc, je vais partager mon écran en espérant que ça fonctionne. Est-ce que c'est bon et est-ce que vous voyez l'écran? C'est parfait, merci. Très bien, merci à tous. Eh bien, pour vous faire cette présentation, je vais commencer par vous dire quelques mots rapides d'Adrianor, mais surtout pour resituer un petit peu le contexte de cette présentation. Donc, on est un centre technique pour les industries alimentaires et on s'appuie donc sur nos moyens humains et techniques pour accompagner à la mise au point de produits alimentaires et puis à l'amélioration de produits existants, et avec notamment un outil de sourcing de matières premières en ligne, Baya, qu'on a lancé il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et l'objectif de ces moyens et de ces ressources est donc de répondre au cahier des charges que nous fixe le donneur d'ordre, donc l'entreprise ou la start-up qu'on accompagne. Et en fait, ce que je vais essayer de vous retracer au cours de cette présentation, c'est finalement l'évolution de ces cahiers des charges au fil des ans, parce que l'alimentation saine et durable, c'est quelque chose qui parle aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment au fil des ans, elle s'est amplifiée, mais c'est quand même pas quelque chose de nouveau. Et en fait, il y a déjà plus de 20 ans, on avait toujours un cahier des charges qu'on définissait selon ce qu'on appelle les 4 S, donc le sanitaire, et qu'on définissait par l'axe de l'invisible et l'axe du visible. Or, sur l'axe du visible, il y a quand même la satisfaction et le plaisir organoleptique. Ça a toujours été, et je pense que ça doit rester un fil conducteur important du développement de nos produits alimentaires. Ça reste des produits qui doivent nous faire plaisir. Tout à l'heure, on parlera nutrition. C'est des enjeux importants, mais avant tout, on est quand même sur des produits qui doivent aussi nous apporter de la satisfaction. Donc ça, je dirais que c'est le fil conducteur qui existe depuis des années. Le produit doit rester bon et il ne faut pas qu'on l'oublie, que ce soit pour des contraintes économiques ou nutritionnelles ou autres. L'axe sanitaire reste quelque chose d'important et un socle essentiel, on va dire un prérequis. Et par contre, on a bien vu, ce qui a beaucoup évolué au fil des ans, c'est la notion de service qu'on associait typiquement à la praticité et à l'emballage pendant des années, qui se renforce beaucoup plus avec une notion de service beaucoup plus large, qui rejoint des notions d'éthique et d'environnement qui sont fortes, avec on parle de plus en plus de développer l'éco-score, et vous avez peut-être entendu que Carrefour va l'afficher sur ses produits suite à une démarche un petit peu expérimentale qui a été menée par Open Food Fact et différentes applis. Donc, on est vraiment sur des notions où l'aliment doit répondre également à des objectifs d'engagement sur le bien-être animal, sur l'impact environnemental, etc. Et donc, cet éco-score, c'est une part de la notation qui est basée sur l'analyse de cycle de vie. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte de la production de la matière première jusqu'à la fin de vie du produit et sa consommation, et au-delà de sa consommation, ce qui est généré comme déchets. Et puis avec un système de bonus-malus selon l'origine des ingrédients, selon les ressources, le fait qu'on puisse des ressources, et sur l'emballage. Donc cet axe s'amplifie régulièrement, et c'est vrai que c'est vraiment là-dessus où les cahiers des charges deviennent de plus en plus importants. Et puis sur l'axe qu'on avait l'habitude d'appeler l'invisible, il y a la nutrition qui était présente depuis longtemps, avec éventuellement des besoins de ressources, de garantie en vitamines, en minéraux ou autres. Mais c'est vrai qu'avec le règlement INCO et l'entrée en vigueur de la déclaration nutritionnelle obligatoire, ça a beaucoup changé la donne. Et puis fortement également tout ce qui est devenu le Nutri-Score et les indicateurs nutritionnels. Et on va dire ce qui a fortement évolué depuis quelques années, c'est bien ces notions d'indicateurs et d'application de notation. Donc, on a eu l'entrée en vigueur du Nutri-Score, enfin,
c'est pas une obligation, mais on voit que ça se développe énormément. MS Nutrition nous présentera tout à l'heure un système d'optimisation nutritionnelle. Et puis Lucille Royer du CRIT nous présentera également les enjeux autour de la nutrition. Pour autant, ces enjeux nutritionnels, on le disait, ne doivent pas remettre en cause les caractéristiques sensorielles du produit, mais on est également beaucoup challengé en formulation sur une notion importante qui est une revendication, un étiquetage, et donc finalement cet axe qu'on appelait de l'invisible rejoint beaucoup le visible, et au-delà de la nutrition, on a un cahier des charges où on a beaucoup d'exigences autour de la naturalité, ce qu'on peut appeler le clean label. Alors le bio, c'est fortement développé, mais même sur le conventionnel, on est vraiment sur des reformulations où on cherche à avoir une formulation qui soit le mieux perçue possible par le consommateur, et notamment par le filtre des applications type Yuka ou autre. Sur ces enjeux de formulation de clean label, en fait, ce qui s'est développé depuis quelques années, c'est le sans, alors le sans additif, le sans substance controversée, etc. C'est pas quelque chose qui est récent, parce qu'en fait, on a commencé à le voir en termes de revendication à partir de 2007 se développer, sans doute parce qu'il y a eu à l'époque l'étude qu'on a appelée l'étude Southampton sur les colorants azoïques et l'obligation d'étiquetage, où on a commencé à avoir des substances qui étaient mises en avant sur l'étiquetage quand elles étaient présentes. Et puis également parce que tout le règlement sur les allégations santé, où on pensait pouvoir promouvoir certains atouts de certains ingrédients, ont finalement été pour la plupart non acceptés par l'Union européenne. Et donc, on a vu, au lieu d'avoir des mises en avant, plutôt une recherche de montrer l'absence de certains additifs, notamment, et certaines substances en général. Ce qui fait qu'on a recherché beaucoup des alternatives aux additifs. Ces alternatives, les fournisseurs d'ingrédients ont bien compris, et depuis des années, l'offre de fournisseurs d'ingrédients en termes d'alternatives ne fait que croître. L'année dernière, au CEFIA, c'est un exemple du gagnant du CEFIA l'année dernière, Limagrin avait reçu le premier prix pour son Cérécline, qui est une farine fermentée qui permet d'éviter de mettre des propionates ou des sorbates. Alors ça a été une grosse évolution, cette offre d'alternatives. Pour autant, ça ne veut pas dire que la substance n'est plus présente dans le produit. Et ça, c'est un point important. Aujourd'hui, on a des alternatives qui apportent la substance, donc la fonction, et ça pose la question de l'étiquetage, en fait, sur les produits finis. Un exemple qui a bien illustré ça, c'est les jambons sans nitrite qui ont, vous voyez, c'était en 2006 où on a vu les premiers jambons où on avait une revendication sans conservateur. En fait, ces jambons-là contenaient notamment des épinards et d'autres légumes riches en nitrates, et des ferments lactiques qui permettaient de réduire ces nitrates en nitrites, donc d'apporter les nitrites dans le procédé. Donc le nitrite était bien présent et assurait le rôle de conservateur, mais il n'y avait pas d'ajout de nitrite en tant qu'additif. Ça a questionné pas mal les pouvoirs publics, et puis finalement l'Union européenne a tranché et a estimé qu'il y avait un risque de tromperie du consommateur avec ce type de mention. Et en fait, le produit a évolué en termes d'étiquetage, c'est-à-dire que quelques années plus tard, on a vu un étiquetage qui était la notion de sans conservateur ajouté, donc en fait, avec une petite mention complémentaire qui expliquait qu'il n'y avait pas de E250 ajouté en tant que tel dans le produit, mais qu'il y avait bien des nitrites qui étaient là pour assurer la conservation. Et ça, c'est vraiment une évolution qu'on voit actuellement. Il y a eu beaucoup de solutions étiquetage, on va dire, sur des alternatives aux additifs. Et le contexte réglementaire, lui, il évolue par rapport à cette offre qui est de plus en plus large. Alors là non plus, ce n'est pas quelque chose de tout récent. L'exemple sur les nitrites date de 2010. Et depuis, on n'a fait que conforter réglementairement cette position qui était de dire, quand une substance est très utilisée pour une fonction qui est une fonction définie par le règlement 1333, donc une fonction d'additif, elle doit répondre à ce règlement.
Ça a été le cas, l'extrait de romarin a été une belle illustration de cette position réglementaire. L'extrait de romarin a été très utilisé en tant qu'antioxydant dans beaucoup de produits pour être étiqueté en tant qu'ingrédient. Donc, ça a évité de marquer antioxydant 2 points. Et aujourd'hui, l'extrait de romarin a été réglementé et bien devenu un additif. Donc, c'est devenu le E392. La substance est toujours là, mais l'effet antioxydant est bien mentionné dans la liste des ingrédients. Et ça, c'est une position qui a été reprise pas mal de fois au niveau de l'Union européenne. Tout récemment, là, il y a quelques mois, sur le vinaigre tamponné, l'idée, c'est bien de dire, si vous mettez une molécule, qu'elle a une fonction d'additif, elle doit répondre à la réglementation additif. L'objectif, c'est bien d'assurer la sécurité du consommateur. Et donc, au-delà de ça, du coup, de bien expliquer aux consommateurs quelle est la fonction assurée par ces produits. Et c'est ce qu'on voit là, toujours sur les jambons. Le conservation sans nitrite, aujourd'hui, il y a cette mention, il y a sans nitrite grâce aux extraits végétaux et aux antioxydants. Donc, il y a 2 aspects. Il y a la sécurité du consommateur, et c'est là ce que doit garantir l'Union européenne. Et puis, il y a la transparence en termes d'étiquetage, où on doit expliquer qu'il n'y a pas tel additif, mais qu'il y a bien une fonction assurée par d'autres substances, en l'occurrence, là, les extraits végétaux et les antioxydants. Pour autant, ça n'empêche pas de chercher des alternatives où on n'a pas du tout de conservateur, au sens vraiment large cette fois. Et par contre, c'est le produit qu'on voit ici, le jambon zéro nitrite. Il est avec une DLC beaucoup plus courte, une couleur beaucoup plus plus grise, et puis un goût qui est assez différent aussi. Donc finalement, par rapport à l'absence de nitrite dans les jambons, il y a 2 alternatives. Soit je mets d'autres substances qui vont compenser l'absence de nitrite pour avoir le même goût, la même DLC, et puis le produit, on va dire, standard. Soit je développe une nouvelle gamme de produits avec une DLC plus courte, avec d'autres caractéristiques. Et la question, c'est comment le consommateur accueille l'une ou l'autre de ces alternatives. Mais on est vraiment aujourd'hui sur une offre importante de solutions qui sont des alternatives technologiques aux additifs, avec une question qui va se poser sur la façon dont ces produits vont être étiquetés. Donc, pour l'instant, le comité européen a pris des positions. On attend une doctrine en France. La Belgique, par exemple, elle a déjà donné une circulaire, établi une circulaire qui définit dans quelles conditions utiliser ces alternatives. Et ça, c'est un exemple du coup de ce qui illustre bien cette évolution en termes du coup d'étiquetage et l'impact que ça a. C'est un produit, une soupe en fait de légumes. Vous voyez, il y a une quinzaine d'années, on revendiquait l'absence de colorants de conservateurs. On indiquait avec une petite mention que c'était conforme à la réglementation, donc en fait qu'il n'y avait rien de spécifique. Et puis on avait des teneurs garanties en vitamines. Le produit en 2021, on revendique cette fois les ingrédients d'origine naturelle, donc 100% d'ingrédients naturels. Si on regarde ce qui a changé en termes de composition, on est passé de 60% de légumes à 76% de légumes, mais on est passé à uniquement des arômes naturels en lieu et place des extraits. Et puis, on a éliminé tout ce qui était vitamines dans le produit, sachant que ces arômes naturels sont les seuls, c'est la seule possibilité de revendiquer de la naturalité au niveau européen, puisque la réglementation ne concerne que les arômes au niveau européen. Ensuite, on a des doctrines dans chaque pays. Donc, nous, la DGCRF a fait une doctrine sur la naturalité qui date de 2019. Mais donc, cette notion de naturel, elle n'est pas définie au niveau européen, hormis pour les arômes. Donc, on a cette évolution. Et puis, ça introduit une nouvelle notion là, qui est un petit peu plus récente. Vous voyez qu'ici, on est passé en fait d'une huile d'olive à une huile d'olive extra vierge. Et ça introduit une notion importante autour des ultra transformés, dont on parle de plus en plus avec la classification NOVA. Donc, l'idée est de plus en plus de mettre en avant des ingrédients
peu transformer. Et c'est ce que reprend l'application notamment SIGA ou ScanUp sur cette notion de transformation. L'idée étant de dire que ce n'est pas forcément les additifs en tant que tels qui posent problème, mais un certain nombre d'ingrédients, qu'ils aient ou non un statut additif, parce que ce sont des marqueurs d'ultra-transformation. Donc la formulation, elle évolue avec moins d'additifs, mais également moins de marqueurs, ce qu'on appelle les marqueurs d'ultra-transformation. Ça, c'est vraiment sur ce qu'on va revendiquer sur l'étiquetage et sur lequel on nous challenge beaucoup depuis, je vous dis, une dizaine d'années maintenant, même si ça évolue avec des recherches d'ingrédients moins transformés. Pour autant, il ne faut pas oublier que pour le consommateur, ce qui est sain n'est pas forcément uniquement ce qui est associé à la présence d'additifs ou même de substances controversées comme l'huile de palme. Mais en 2013, il y avait une étude de Mediaprism qui demandait au consommateur ce que pour lui était un aliment naturel. Et pour lui, c'est un aliment qui ne contient pas de produits chimiques en grande majorité. Mais ces produits chimiques, quand on les interroge, c'est aussi beaucoup les résidus de pesticides, les résidus. Donc, c'est des substances que vous ne trouverez pas sur une liste d'ingrédients. Vous n'allez pas voir sur une liste d'ingrédients 2 points pesticides ou 2 points antibiotiques. Pour autant, ce sont des ingrédients que les consommateurs, qui font peur aux consommateurs. Et donc, on voit de plus en plus des affichages autour du sans pesticides, du nourri sans OGM, ou même du coup du sans antibiotiques pour l'élevage et tout ce qui est la filière animale. Et ça veut dire que les enjeux derrière, au-delà de la formulation, c'est d'être capable de mettre en place des filières d'approvisionnement qui soient bien verrouillées. Et là, c'était juste pour vous montrer un exemple en fait autour toujours du jambon. Alors c'est un hasard, mais c'est en fait la filière sans antibiotiques. Dès 2015, Brocéliande proposait un jambon donc élevé, issu de porcs élevés sans antibiotiques, à partir du sevrage. Je pense que ce n'est pas un hasard si c'est cette marque-là qui a été la première à sortir ce type de jambon. En fait, c'est une coopérative et donc ils avaient également toute la partie abattage et toute la partie élevage et donc ils ont pu vraiment construire cette filière. Et aujourd'hui, ils sont capables également, alors ils ont été largement suivis, mais ils sont capables aussi de proposer du jambon sans antibiotiques dès la naissance. Donc on voit bien que tout ça, c'est quelque chose qui se construit au cours du temps. C'est pas simple, mais ça permet d'avancer. Et donc cette notion de filière, elle est clé, cette notion d'approvisionnement, elle est clé pour garantir un produit le plus perçu comme le plus sain, le plus durable possible. Et ça veut dire qu'au-delà de la filière, de la garantie de filière, il faut être capable de garantir toute la traçabilité. Donc ça, c'est tous les enjeux de la blockchain dont on parle de plus en plus, mais on ne pourra pas garantir ce type de revendication sans une traçabilité qui soit très très bonne, que ce soit sur le lait ou même les ingrédients végétaux comme les céréales ou autres. Et ça a induit une nouvelle exigence qui est de plus en plus marquée et forte et qui a été également renforcée par l'entrée en vigueur de l'obligation d'indication de l'origine de l'ingrédient primaire sur les produits, mais c'est bien l'origine géographique. Et quelque part, ça rentre vraiment dans les objectifs les enjeux pour le consommateur. Si ça vient de près de chez moi, c'est bon pour l'économie, mais c'est également bon pour la planète et on est sur toute cette notion de une planète, si la planète va bien, les animaux vont bien, si les animaux vont bien, l'homme va bien. Donc on est vraiment sur ce triptyque, si on peut dire, avec l'importance du coup de garantir l'origine géographique. Et là aussi, on a des démarches comme le Franco-Score, comme d'Intermarché ou comme la note globale qui mettent vraiment en avant l'origine géographique des ingrédients. Et ça, c'est sûrement un des enjeux importants, c'est d'arriver à se fournir localement des produits. Et donc, le bien-être animal, quelque part, découle aussi de ces enjeux-là, c'est de se dire, tout ça, ça participe à un tout, et ça ne sera durable, ça sera une démarche vertueuse que si je suis capable de garantir de l'origine de ma matière première jusqu'à mon produit transformé. Et ça induit un dernier point qui est important, mais sur lequel on a vraiment une forte évolution,
là qui est plus récente, c'est tout ce qui est végétalisation. Je pense que les produits véganes n'ont échappé à personne, mais au-delà du vegan, il y a vraiment l'aspect flexitarien où tout un chacun cherche à diminuer sa consommation de viande. Et là, je vous ai juste mis pour une étude toute récente de France Agrimaire qui relativise quand même beaucoup le flexitarisme. Certes, il y a l'enjeu qu'on voit ici sur le bien-être animal et puis le fait de ne pas consommer de ce qui est d'origine animale, mais il y a aussi des points qu'il ne faut pas occulter, je pense, sur les contraintes financières et puis finalement l'aspect médical de tous ces enjeux autour de l'apport de la végétalisation. Et là, je pense que l'intervention suivante va bien détailler ces aspects-là. Mais je voulais juste finir sur cet aspect important qui est une courbe une figure qui illustre bien cette notion de transition alimentaire et notamment sur l'apport en protéines. En fait, on a été sur un apport en protéines totales qui a fortement augmenté dans beaucoup de pays, notamment le continent américain et le continent européen, si on peut dire. Et les enjeux là, de la prochaine transition alimentaire, ça va être de dire est-ce qu'on compense l'apport en protéines animales par des protéines végétales ou est-ce qu'on va continuer à augmenter notre consommation en protéines? Et ce sera sûrement là un des enjeux environnementaux des années à venir. Comment on garantit notre autonomie alimentaire sur les protéines et sur les protéines végétales notamment. Voilà un petit peu, je voulais essayer de vous brosser les grands enjeux de ces grands challenges de formulation, on va dire. Et pour terminer, je voudrais vous donner juste 2 dates qui vont permettre de creuser un petit peu ces aspects. Le 21 septembre, il y aura une journée une matinée en distanciel organisée par l'ACTIA, qui est l'association de coordination des centres techniques dont le CRIT La Rochelle et nous-mêmes faisons partie, qui va justement revenir sur tous ces enjeux et qui sera le début d'une action collective d'accompagnement pour améliorer sous l'angle naturalité les produits alimentaires. Et puis le 18 novembre, on espère très fortement revenir à du présentiel. On organise au niveau de l'Adrianor tous les ans un rendez-vous formulation qui est l'occasion de rencontrer des fournisseurs d'ingrédients, d'assister à des démonstrations de mise en œuvre et puis des conférences, justement sur cette notion d'origine géographique et comment garantir cette origine géographique dans les produits. Et donc, ça sera le 18 novembre, si tout va bien, dans nos locaux à l'Adrianor. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je pense que ça a été à peu près dans les temps. Merci beaucoup, Christine, pour ce panorama qui montre en effet qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'éléments à intégrer dans les cahiers des charges maintenant. Donc, ça doit être assez complexe de pouvoir faire le lien avec tout ça. Je ne vois pas encore de questions dans le chat. N'hésitez pas, on a quelques minutes pour les poser, vos questions. Sur ce premier volet un petit peu général, justement pour présenter aussi le contexte. Mais je suis sûre qu'il y a des questions, donc n'hésitez pas. Moi, j'en ai peut-être une pour lancer un petit peu. On a parlé de pas mal d'initiatives, justement, de logos, etc. Est-ce que côté alimentation durable, il y a une harmonisation qui est prévue au niveau de l'étiquetage avec, c'est sûrement un grand sujet, hein, sur justement l'éco-score, quelque chose qui soit uniforme, parce qu'on voit en effet pas mal d'initiatives. Alors, uniforme, je pense qu'à terme, il y aura. Pour l'instant, il y a beaucoup d'initiatives de différents acteurs. Donc là, au niveau de l'ACTIA, il y a un gros groupe de travail là-dessus avec l'ADEME. L'éco-score tel que Carrefour va le lancer, c'est basé sur l'expérimentation avec Open Food Fact, Yuka et SIGA. C'est une expérimentation qui est quand même basée beaucoup sur l'ACV, donc la démarche d'ACV, et notamment sur les données qui ont été établies par Agribalise, donc qui est une démarche conjointe ADEME-INRAE. Et je
pense que, enfin, si on peut faire le parallèle avec le Nutri-Score, je pense que c'est des démarches qui vont gagner à être travaillées. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a on a un manque de données importantes. Si on regarde, j'avais fait l'expérience sur des sandwichs sur Open Food Fact, des mêmes sandwichs avec les mêmes emballages, enfin des choses très très proches, ont des éco-scores aujourd'hui différents parce qu'il n'y a pas encore assez de données. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va s'améliorer. Mais pour l'instant, c'est une démarche très complexe quand même entre l'analyse de cycle de vie, qui est déjà pas une démarche facile, mais le fait d'y rajouter des infos sur les emballages qui ne sont pas forcément complètes, c'est basé uniquement sur les étiquetages. Donc, pour l'instant, pas de démarche consensuelle, mais je pense que toutes ces démarches vont à un moment se réunir. Ça va dans le bon sens et le côté nutritionnel aussi. Donc, c'est vrai que l'uniformisation est un gros enjeu. On a des questions qui sont arrivées du coup. Alors, pour le sans résidu de pesticides, comment cela est-il garanti en termes d'analyse de seuil de contrôle externe, le sans résidu de pesticides? Alors, il y a plusieurs notions derrière le sans résidu de pesticides. Là, c'est un petit peu comme le sans conservateur de tout à l'heure. Il y a une notion qualitative et une notion quantitative. Donc, il y a des démarches qui conviennent, qui d'une part sont liées plutôt aux conditions de culture, un peu comme pour le bio, où on a des engagements sur l'absence d'utilisation de certaines substances. Et le contrôle se fait par échantillonnage, mais sur un panel de substances analysées et une limite de quantification qui est liée aux limites d'analyse. Donc l'engagement en général est redétaillé sur les sites, mais l'idée c'est ça, c'est des conditions de culture qui sont définies par cahier des charges et des vérifications par panel de quelques centaines de molécules qui doivent être en dessous du seuil de quantification. Merci. Une question sur la traçabilité et la blockchain, on en parlait. Est-ce qu'on voit une montée en charge de cette technique au niveau des acteurs en France, en Europe, éventuellement dans le monde? Et est-ce qu'on est encore au stade de l'expérimentation ou maintenant on en est au déploiement? Alors, on n'est plus tout à fait au stade de l'expérimentation. En région, on a par exemple Ingredia qui le propose sur son lait et qui l'a vraiment mis en place, donc on va dire de la vache à la bouteille de lait, et qui commence à le déployer sur la partie protéines laitières. Donc, on a vraiment cette démarche de traçabilité. Pour autant, on n'est pas encore sur du déploiement en totalité et c'est quelque chose d'assez lourd à mettre en place, mais on commence à avoir des vrais, on l'a aussi sur l'élevage, sur l'œuf, sur des choses comme ça. Donc, on a des vrais exemples aujourd'hui qui tournent au niveau industriel. On n'est pas encore au stade où c'est déployé de partout, mais il y a la Numalim qui est une application que, notamment avec l'ANIA, où tout l'enjeu, c'est de pouvoir justement consolider et compiler toutes ces données de traçabilité. Merci. Alors, s'il y a d'autres questions, je vous propose de les mettre sur le chat, mais on les reprendra peut-être en fin de webinaire pour être sûr de laisser la place à tout le monde. Donc, merci beaucoup, Christine, pour cette présentation. Je passe la main à Sandrine Bouvier, qui est responsable marketing chez Rocket pour le poids et pour les nouvelles protéines. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Je vais également partager, en espérant que ça fonctionne. Ça fonctionne, oui. Très bien. Donc bonjour à tous. Je souhaite donc tout d'abord remercier le cluster NSL pour l'invitation à ce webinaire consacré à l'alimentation saine et durable. Aujourd'hui, je vais donc parler de tendances alimentaires pour 2021 avec un focus plus particulier sur la transparence et le végétal. Alors, la présentation est en anglais, mais je vais parler en français. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à le formuler dans le chat. Alors voici une infographie qui est publiée tous les ans par Innova Market Insights et qui répertorie les 10 tendances majeures de l'année dans le secteur de l'alimentaire, là en l'occurrence. Donc Innova est une société qui fait de l'analyse de marché et qui recense les lancements de nouveaux produits à une échelle globale. Donc comme vous le voyez en 2021, la transparence
et le végétal sont deux tendances qui arrivent en tête de liste. Avec des notions qui sont associées. Alors, au niveau de la transparence, on retrouve plusieurs notions telles que des choses que nous avons vues, qui ont été présentées par Christine Chenet. Donc, la partie clean ou clear labeling, c'est-à-dire des listes d'ingrédients simplifiées, pas d'additifs, peu de transformations. La transparence est aussi associée à une consommation locale et à de la traçabilité. Et en ce qui concerne le végétal ou la végétalisation, selon la formule consacrée, c'est donc l'alternative aux produits d'origine animale qui ont été ces derniers temps particulièrement décriés pour leur caractère délétère sur l'environnement ou sur la santé. Le végétal est une tendance assez massive que l'on observe à travers le développement du flexitarisme dont on a parlé également précédemment, qui consiste en fait à réduire de façon notable sa consommation de produits d'origine animale. Le végétal est un levier en fait de durabilité, mais également dans le domaine de la santé, de la nutrition et bien sûr du bien-être animal. Je vous propose donc de démarrer avec la transparence. Donc sur ce slide, vous le voyez, il y a un sondage qui a été réalisé en 2020 auprès d'un panel de consommateurs de plus de 1000 panélistes dans 10 pays. Et quand on demande à ces consommateurs quand vous achetez des produits alimentaires, quels sont les facteurs qui sont devenus les plus importants pour vous ces 12 derniers mois? On le voit, la confiance arrive en tête avec 28%, qui passe, qui est étroitement lié en fait à la transparence, à hauteur de 21%. Et à travers cette transparence, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a différents aspects que sont la naturalité, même si le terme naturel, comme il a été dit précédemment, n'est pas quelque chose qui est légiféré, réglementé. Ça passe également par la consommation proche de chez soi, donc le produit local, et également des notions qui relèvent de l'environnement ou des caractères éthiques. En fait, on pourrait résumer ces préoccupations des consommateurs à travers 3 questions. Où sont produits où est produit les aliments que je consomme, avec la notion de traçabilité et de ressources locales. Comment sont fabriqués ces aliments, avec l'usage ou non d'additifs, des notions de transformation ou d'ultra-transformation, la présence ou non d'OGM. Et enfin, quels sont les impacts de ces produits, de mes produits, sur la santé, sur l'environnement? Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que la pandémie a amplifié énormément cette tendance en amenant les consommateurs à s'interroger encore plus sur sa façon de consommer, limiter les excès, le gaspillage, adopter une alimentation plus saine. Parce qu'en effet, durant ces périodes de confinement, l'accessibilité aux produits alimentaires a été un peu moins facile, et le fait de commander en ligne, de cuisiner à la maison nous a incité à être plus vigilants sur ce que nous utilisions en termes d'ingrédients, nous informer plus également sur ce que nous consommions et comment nous consommions. Alors, ce qui est intéressant également de noter, c'est l'importance que prend les ressources locales, c'est-à-dire de consommer localement. Et on le voit à travers toujours ce même panel interrogé, 63% préfèrent consommer localement. Et avec un pourcentage qui est un peu plus important auprès des plus de 56 ans, ce qu'on appelle les boomers, donc 72%. Recherche
des produits qui sont fabriqués, des aliments qui sont fabriqués proches de chez soi. Et ce phénomène, comme vous le voyez, a particulièrement été amplifié ces 2 dernières années, puisqu'on a quasi triplé le pourcentage de personnes qui, dans leur décision d'achat, prennent en compte le fait que les aliments qu'ils vont acheter, qu'ils vont consommer, le sont localement. Alors, c'est un slide un peu chargé. On va d'abord se concentrer sur la partie gauche. Et en fait, avec la façon dont a évolué la notion de clean, le clean label, qui n'est pas une notion nouvelle, hein, c'est quelque chose qui est déjà présent depuis plusieurs années. Mais ce qui, au départ, concernait des notions de naturalité, d'absence d'additifs ou d'organismes génétiquement modifiés, a évolué et maintenant, il y a un halo qui est beaucoup plus large, qui inclut toutes les notions de bien-être animal et bien-être humain, une transparence accrue sur toute la supply chain, dont on a également parlé précédemment, et avec un sourcing, enfin avec un approvisionnement qui soit de la même façon durable. Et on le voit également à travers des questionnements auprès de consommateurs. 3 consommateurs sur 5, soit 60%, comment dirais-je, veulent en connaître plus sur la façon dont les produits qu'ils consomment sont fabriqués. Et on le voit à travers l'exemple de Danone, mais c'est valable pour beaucoup de marques actuellement, c'est d'avoir une communication qui tente à expliquer aux consommateurs comment le produit est fabriqué et d'où viennent les ingrédients qui le composent. Alors là, vous le voyez, on a une image de la France avec l'endroit, enfin l'usine où le produit est fabriqué et également où tous les ingrédients qui composent ces yaourts ont été sourcés. Bon, une autre façon également de présenter les choses, à nouveau pour montrer l'évolution de cette notion de clean label, où on était, enfin l'accent est toujours mis hein, sur les notions d'absence d'additifs, de conservateurs ou de présence majoritaire de produits dits naturels ou voire de produits biologiques, mais on étend plus l'importance qu'on apporte à ces produits à travers de nouveau la durabilité, l'absence de transformation et une consommation dite éthique. De nouveau, des points d'attention que les consommateurs prêtent, enfin les points d'attention des consommateurs sur différents aspects qu'on a évoqués précédemment. Donc, globalement, à plus de 45% sur toutes ces thématiques que sont le bien-être animal, le gaspillage ou l'usage massif de plastique, la pollution des océans. Ce sont des préoccupations des consommateurs. En revanche, ce qu'on observe également quand on questionne ces mêmes consommateurs, s'ils devaient payer un petit peu plus cher, est-ce qu'ils seraient toujours enclins à le faire? Et bon, on le voit, hein, il y a beaucoup moins d'implications à partir du moment où il y a un surcoût lié à la résolution, en tout cas à essayer de pallier ces points. Donc, ce qui est souvent observé, c'est une volonté d'agir, mais parfois limitée par le surcoût que cela peut engendrer au niveau des produits de consommation habituels, quotidiens. Donc je vais passer à la partie végétale. Donc ce phénomène qui, comme je le disais un petit peu plus tôt en introduction, c'est un phénomène qui réellement explose ces dernières années, également soutenu par la pandémie qui a accentué ce phénomène.
Alors, quelques chiffres. Hein. En 2020, le pourcentage, c'est une image globale, hein, donc internationale, le pourcentage de véganes était de 3%, les végétariens représentaient 6%, donc ce sont des pourcentages qui sont assez constants. En revanche, les flexitariens, donc ceux qui tentent à consommer moins de viande, moins de produits d'origine animale, a doublé entre 2019 et 2020 pour atteindre 42% de personnes. Donc, probablement qu'un certain nombre de personnes étaient flexitariens, mais ne connaissaient pas le terme, et maintenant ils se déclarent, enfin les consommateurs se déclarent flexitariens par rapport à leur façon maintenant de consommer, en essayant de consommer de façon plus responsable, avec, on le voit sur la droite, des points d'attention particuliers, que sont les notions de nutrition et de santé. De nouveau, tout ce qui est de l'ordre de la durabilité ou de l'environnement, mais tout en ayant en tête, et c'est très important pour la population flexitarienne, d'avoir des produits qui soient bons, qui soient pratiques d'utilisation, de mise en œuvre, et avec des prix, un coût acceptable. Puisque évidemment, il peut parfois y avoir des produits qui sont d'un point de vue pécunier un petit peu plus chers que les produits standards. Alors, ce graphe montre en l'espace de 4 années comment a évolué le marché du végétal, hein, ce qui s'appelle le plant-based à l'échelle internationale, en tout cas en anglais. On le voit, plus de 45% des lancements de nouveaux produits avec comment on appelle ça, excusez-moi, l'allégation végétale. Le vegan représente également une part importante, hein, des nouveaux lancements, avec 21%. Les produits véganes sont un petit peu plus clivants, évidemment, puisque ils sont plus restrictifs. Néanmoins, ils rencontrent leur public également parce qu'ils ont la garantie de l'absence de produits d'origine animale, et pour certains, c'est important d'avoir cette garantie et ce logo V que l'on peut trouver sur les produits véganes. Et sur la droite de ce slide, on voit que cette végétalisation impacte tous les segments de marché. Donc ça s'est vraiment très diversifié. Au départ, on était sur des segments de marché qui étaient les alternatives aux produits laitiers ou aux viandes, hein, aux alternatives à la viande. Maintenant, on le trouve vraiment dans tous les secteurs alimentaires. Alors, sur cette map monde, on le voit, hein, c'est un phénomène qui est international, qui est global, avec une typicité qu'on peut avoir par rapport aux régions dans lesquelles on se trouve. Chaque continent, chaque pays s'appropriant cette alternative végétale par rapport aux produits habituellement consommés. Que ce soit les burgers aux États-Unis, la boisson à l'avoine en Suède, les produits, les alternatives au poisson ou au porc, les alternatives au poisson en Amérique du Sud, ou les alternatives au porc en Asie. Chacun s'approprie en quelque sorte ces ingrédients, ces nouveaux ingrédients alternatifs aux produits d'origine animale. Et il s'agit en quelque sorte de réinventer la façon de concevoir ces produits, de cuisiner ces nouveaux ingrédients. Et chez Rocket, on a comment dirais-je, formulé les choses ainsi. On appelle ça la nouvelle gastronomie, puisqu'il faut en quelque sorte s'approprier ces ingrédients et développer les recettes appropriées qui puissent répondre donc aux attentes respectives de chaque population.
cette image pour vous faire voir également comment évolue ce marché des produits végétaux. Alors, traditionnellement, on connaît les alternatives végétales que sont le soja, le blé, hein, qu'on retrouvait de façon assez classique dans des alternatives, notamment à la viande. Mais on le voit, il y a différentes sources botaniques qui se développent. La fève, hein, qui s'appelle favapine donc en anglais, la fève, le chanvre, le riz, le pois, la pomme de terre, donc toutes ces nouvelles sources explosent, hein, pour certaines, et on le voit à travers les produits qui sont représentés sur la droite du slide. On peut les retrouver donc dans des produits de consommation courante. Là, on a un exemple de glace ou également un émincé de viande. Donc, je vais terminer en indiquant comment Rocket participe à ces tendances à travers des piliers stratégiques, hein, que sont le meilleur pour moi, Better for Me, à travers des ingrédients d'origine végétale, notamment des protéines, des fibres pour une approche nutrition, une approche santé. Également, ce qui est cleanable et qui soit également bon pour l'environnement. Donc à travers des ingrédients qui sont produits avec des modes de production respectueux de l'environnement, permettant également un étiquetage simple, clair, et également en ce qui nous concerne, le démarrage également d'une gamme de produits biologiques. Et enfin, le troisième volet qui est, comme je l'ai dit un peu plus tôt, assez essentiel, hein, qui est faire des produits qui répondent aussi en termes organoleptiques aux attentes des consommateurs, donc avec des produits qui, en termes de texture, de saveur, voilà, sont bons, savoureux et répondent à nouveau à ces attentes. Bon, un petit résumé de ce que l'on s'est dit ce matin à travers ces différentes tendances. Donc, bon, les consommateurs sont de plus en plus demandeurs d'une transparence dans ce qui concerne les produits alimentaires qu'ils consomment. Il y a l'explosion des produits végétaux qui, de par leur image positive, véhiculent des notions de bon pour l'environnement, bon pour la santé et respectueux du bien-être animal. Et on l'a vu également, la Covid a accéléré ces tendances avec une demande exacerbée en ce qui concerne la sécurité, les garanties et également une prise de conscience individuelle de notre rôle et notre impact évidemment sur l'environnement. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais n'hésitez pas si des points demandent certains éclaircissements. Merci beaucoup Sandrine pour les compléments avec des données, des chiffres très intéressants pour avoir un peu la vision des consommateurs sur ces enjeux aussi de naturalité, de végétalisation. Je ne vois pas encore de questions, n'hésitez pas. C'est un petit peu le point de vue consommateur aussi, avant qu'on adresse l'enjeu plus nutritionnel. Est-ce qu'on voit peut-être des filières végétales qui reviennent en France, justement, puisqu'on dit qu'il y a aussi le côté local? Est-ce que du coup, il y a des projets d'implantation de filières végétales pour pouvoir répondre à ces attentes consommateurs, des choses qu'on relocalise en France? Il y a déjà beaucoup d'initiatives, hein, de cet ordre, hein, avec des cultures qui sont des cultures qu'on voit revenir sur certaines sources botaniques et qui étaient parfois oubliées. J'ai parlé de la fève, hein, c'est vrai que c'est un ingrédient qui revient dans l'alimentation humaine et qui a un vrai succès, enfin en tout cas
un vrai intérêt qui a été formulé, on le voit nous à travers nos clients, hein, on a des demandes d'avoir justement plus de possibilités en termes de sources botaniques, et c'est la raison pour laquelle aussi Roquette travaille voilà, sur différentes sources existantes et nouvelles. Et effectivement, bon, la volonté de Roquette, c'est toujours de travailler avec des ressources locales. On a des sites qui sont implantés proches des cultures, de façon justement à limiter l'impact, l'empreinte carbone, et puis et voilà, d'avoir quelque chose, un cercle vertueux en termes d'environnement. Merci. Est-ce qu'on a une petite question côté participants? Si elle vous vient après, n'hésitez pas. C'était très clair. Donc, avec ces 2 premières interventions, on a voilà, vraiment le côté durabilité qui a été très approfondi et qui nous permet de concevoir les enjeux un petit peu en termes de développement, de reformulation, et qui, voilà, qui soutiennent un peu tout ce qu'on voit arriver sur le marché, hein. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, une petite question, voilà. Quel est l'impact environnemental du fractionnement des différents nutriments, du poids ou autres sources végétales? Alors, je n'ai pas forcément les chiffres disponibles, mais c'est effectivement des choses qui nous sont de plus en plus demandées, hein, comment, alors notamment avec des systèmes de mesure qui sont généralement l'impact CO2 ou l'empreinte CO2, et c'est des choses sur lesquelles Roquette travaille, hein, par transparence, pour effectivement le communiquer à nos clients, et de façon, j'allais dire, transparente, hein, sur les sites, sur notre site corporate. Et donc, c'est de plus en plus demandé par les clients, et c'est des données Tout à fait. qu'on recherche en ce moment, ouais. Exactement, oui. Oui, oui. Il y a certains, enfin, je pense qu'on va le voir de plus en plus, hein, sur les packaging, où justement il y a des messages, hein, de cet ordre, où voilà, soit il est indiqué que l'empreinte est nulle, hein, neutral impact, ou alors si toutefois il y avait un impact, bon, voilà, c'est également, enfin en tout cas ça va être, je pense, de plus en plus indiqué sur les packaging. Oui, c'est des arguments pour les consommateurs et pour appuyer les messages, ouais. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sandrine pour l'intervention. Je vous propose de Je vous passer en la prie. main à Lucille, donc conseillère technologique nutrition et réglementation au CRIT agroalimentaire et également dans le réseau NutriPrevious. Bonjour à tous. Je vais partager l'écran. Ça devrait être bon. C'est tout bon, merci. Très bien. Ben, merci en tout cas pour me permettre de présenter, en tout cas d'intervenir sur ce sujet de l'amélioration nutritionnelle de l'offre alimentaire. Donc, vaste sujet. Tout d'abord, pour me présenter, donc effectivement, j'interviens en appui technique auprès des entreprises agroalimentaires sur les sujets réglementaires et nutrition. Et aujourd'hui, c'est plutôt avec ma casquette d'animatrice du réseau NutriPrevious que j'interviens. Donc, un réseau nutrition au sein de l'Actia qui existe déjà depuis de nombreuses années, qui a toujours eu vocation à avoir des activités de veille, de partage, de réaliser des outils, des livrables et de réfléchir à un certain nombre de projets autour de la qualité nutritionnelle. Donc ça se fait de longue date. Et depuis ces dernières années, on a plutôt focusé sur un grand thème autour de l'amélioration de la qualité nutritionnelle pour une offre alimentaire durable. Donc effectivement, on voit bien que, à l'image de ce qu'on peut voir, hein, la nutrition, elle va être intégrée aussi avec d'autres notions, et notamment environnementales.
Et donc, nous, on l'a décliné au travers de 3 sous-thèmes. La question du positionnement nutritionnel des aliments, qui nous rappelle bien entendu un certain nombre d'indicateurs ou d'applications ou de scores. Un deuxième thème sur les stratégies d'amélioration nutritionnelle de l'offre alimentaire. Et puis un troisième point donc, sur l'approche multidimensionnelle de l'alimentation. Donc là, effectivement, on aborde un côté plutôt multi-critères. Donc ce réseau NutriPrévu, c'est principalement composé de centres qui sont sous l'égide de l'ACTIA, de l'Association de coordination technique de l'industrie agroalimentaire. Nous avons également des établissements d'enseignement et de recherche à nos côtés. Voilà pour la petite présentation. Donc, concernant les enjeux sur l'amélioration de la qualité nutritionnelle, donc effectivement, avant tout, c'est un enjeu de santé publique. Donc, pas uniquement au niveau national, malgré les petits logos, hein, on a vraiment des enjeux au niveau européen et même des enjeux internationaux. Là, je vais plutôt revenir sur des enjeux au niveau français et européen. Donc, c'est un premier enjeu très fort. Et pas très loin derrière, effectivement, et souvent c'est avec cet appui, en tout cas, de ces éléments issus de données de santé publique qu'on bascule sur donc un enjeu plutôt réglementaire, avec un certain nombre de dispositions qui sont prises, aussi bien au niveau national qu'européen. On est toujours sur ces 2 plans également. Et là, on peut vraiment citer diverses manières d'intervenir, que ce soit en termes d'information du consommateur, de taxes nutritionnelles par exemple, ou autres. Dans ce paysage, donc, on a bien entendu les attentes consommateurs. Donc là, c'est un enjeu qui intéresse particulièrement les entreprises, avec toutes les évolutions qu'on a pu voir à l'instant, sur toutes ces transitions alimentaires et toutes ces attentes qui se combinent finalement avec plein de critères différents. Et bien entendu, la question de la compétitivité des entreprises, elle se pose aussi dans ce contexte d'amélioration de la qualité nutritionnelle. Donc cet enjeu de santé publique a été pris vraiment en compte assez tôt et de longue date en France. Donc bien entendu au travers donc, de ce fameux programme national nutrition santé. Là où je voulais faire un point plus précis, c'est par rapport donc à ces notions d'amélioration de la qualité nutritionnelle, et notamment de réduction de sel, sucre et acides gras saturés de manière progressive et volontaire. Donc ça, ce sont des choses qu'on a vu apparaître dans le PNNS dans les années 2006 à peu près, dans la version 2 du PNNS. Et en même temps sont apparus donc, les chartes d'engagement de progrès nutritionnel, donc les engagements d'entreprise ou engagements d'interprofession ou de distributeurs. Donc ça peut être des engagements collectifs sur la réduction de ces nutriments dans les produits alimentaires. PNNS 2, PNNS 3, donc nous en sommes aujourd'hui à la version 4, donc qui se décline de 2019 à 2023, et je vais juste repréciser quelques points juste après. 2006, donc 2007 plutôt, date aussi importante qui a vu la naissance donc, de l'Observatoire de la qualité de l'alimentation locale, qui est vraiment une entité très importante aujourd'hui. De nombreuses études ont été menées par secteur d'activité, par typologie de produits, au début sur quelques secteurs et ensuite donc, le suivi s'est développé et donc c'est vraiment un observatoire qui permet de suivre tout ce qui peut évoluer en termes de qualité nutritionnelle et avec des données intéressantes, forcément, qui va driver les recommandations de santé publique et puis également les recommandations faites aux entreprises pour l'amélioration nutritionnelle. 2017, dans ce paysage-là, mais quand même avec ce lien fort avec le PNNS, donc l'apparition de Nutri-Score suite à de nombreuses études de faisabilité, aussi bien du Haut Conseil de santé publique que de l'ANSES.
Et puis, donc là, un petit peu plus anecdotique, mais un plan national de santé publique qui est apparu en 2018 et là, qui permet d'élargir, donc pas uniquement au ministère de la Santé, mais d'autres ministères qui vont être concernés par cette notion d'amélioration de l'alimentation au sens large et qui permet aussi d'intégrer, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les recommandations alimentaires, d'intégrer aussi bien des recommandations nutritionnelles pures que des recommandations plus larges, donc, comme on peut le voir aujourd'hui sur le fait maison, sur le bio, voilà. Donc ça intègre bien ces recommandations alimentaires, elles intègrent bien ces nouvelles notions. Donc, juste un petit focus par rapport à l'évolution de la composition nutritionnelle. Donc là, on retrouve sur le site internet de l'OCALI tous les rapports par secteur d'activité et également des synthèses complètes sur l'évolution de la composition nutritionnelle. Ce qui a été constaté sur l'ensemble de ces années, depuis la naissance de l'OCALI, c'est qu'il existe une forte variabilité de composition nutritionnelle au sein de familles de produits. Donc tout ça laisse suggérer qu'il y a des reformulations qui sont possibles. Donc on sait aussi, et donc l'OCALI l'a constaté, et on sait tous qu'il y a beaucoup de choses qui se font en termes de reformulation dans différents secteurs, même si parfois ce sont plutôt des reformulations qui ne sont pas portées à la connaissance du consommateur. Mais en tout cas, elles existent, elles sont visibles, mais l'OCALI constate que finalement ça concerne une part de l'offre alimentaire qui est plutôt modeste, que les impacts de ces démarches de reformulation sur les apports nutritionnels, parce qu'in fine, c'est bien cet objectif de santé publique qui nous intéresse. Donc, l'impact sur les apports est également modéré, que parfois des améliorations vont cacher des détériorations nutritionnelles. Donc là, c'est le terme que j'ai employé, mais c'est effectivement, on va peut-être avoir une action pour limiter le sucre, mais finalement, va y avoir en parallèle une augmentation du taux de matière grasse pour certains produits. D'où le fait d'avoir un peu cette approche globale d'amélioration nutritionnelle, mais qui du coup, ne simplifie pas forcément les choses dans ce travail d'amélioration. Il y a aussi quelque chose qui est très lié au marché, en fait, cet attrait aussi de la nouveauté pour les consommateurs. On voit bien avec cette tendance de végétalisation, il y a toujours pas mal de produits qui apparaissent. Donc, système d'apparition, de retrait de produits. Et donc ça montre surtout l'intérêt, donc certes, de reformuler, de travailler sur l'existant, mais aussi d'avoir en tête d'établir son propre finalement cahier des charges nutritionnelles ou ses propres repères pour pouvoir composer également de nouveaux produits avec un meilleur profil nutritionnel. Donc il y a vraiment ces deux plans qu'il faut travailler. Et puis le dernier point, c'est que effectivement, au bout du bout, il y a quand même le consommateur qui fait ses choix et donc bien que les recommandations elles soient sur des améliorations progressives, que les nouveaux produits aient un meilleur profil nutritionnel, le consommateur peut avoir des choix dans le magasin, sur le drive, peu importe, donc de substituer ce qu'il achetait précédemment pour aller vers d'autres types de produits. Ce qui fait que tout ça, forcément, ça change la donne sur les consommations, sur les apports nutritionnels et, in fine, sur les recommandations et les orientations de santé publique. Donc, il y a une question qui reste en attente, mais on devrait avoir des éléments probablement cette année. C'est est-ce que la mise en place, bien qu'elle soit toujours volontaire, du Nutri-Score a incité à plus reformuler. Je pense que Christine ira dans mon sens, on aura plutôt tendance à dire qu'effectivement, oui, c'est quelque chose qui intéresse. Et puis MS Nutrition va pouvoir aussi nous en parler. Mais concrètement, cette année, l'OCALI aura des données de 2020, notamment dans le secteur des plats cuisinés, et en tout cas, on devrait avoir des éléments de leur part pour savoir quel est l'impact du Nutri-Score sur les reformulations. Donc, nous sommes toujours dans le cadre du PNNS, donc toujours en France. Donc, on voit, depuis plus de 20 ans, on connaît ces recommandations d'amélioration. Mais force est de constater qu'il y a plein d'éléments
mouvants qui font qu'il y a des améliorations, mais sans doute que ça ne va pas assez loin et assez vite. Dans la dernière version du PNNS, on a donc une recommandation, on parle d'engagement volontaire pour donc réduire les quantités de sel, sucre et matières grasses dans les aliments. On a aussi un côté aussi l'apport de fibres. Ça, c'est un petit peu nouveau aussi par rapport à ce qu'on pouvait avoir au départ. On s'intéresse à ce qui est négatif, mais aussi à ce qui est plutôt positif dans le produit. Et donc là, ce qui est demandé, effectivement, ce sont que les professionnels s'organisent pour établir des cibles de reformulation, des seuils à respecter, et qu'effectivement, donc là, c'est la dernière ligne de cet encart, la non-atteinte de manière volontaire des objectifs fixés dans le calendrier pourra conduire à une régulation par voie réglementaire. Donc on passe, puis on le voit bien aussi au niveau européen, je vais en parler juste après, qu'on parle vraiment de recommandations, d'incitations, mais là on s'attend à des engagements fermes des acteurs économiques, et donc on souhaite que ça avance davantage. Sur cette notion de cible de reformulation, donc l'ANSES a publié donc là en début d'année différentes simulations qui ont été faites. Donc on n'a pas directement des seuils fixés pour chaque catégorie de produits en sel, sucre, matière grasse. Par contre, l'analyse qui a été faite, ça a permis quand même d'identifier les aliments, les catégories de produits les plus contributrices en certains nutriments, ce qui nous intéresse. Parmi les fibres, sel, sucre et acides gras. Et ensuite, il y a différents scénarios qui ont été réalisés en se disant, voilà, si on réduit les aliments les plus contributeurs, les plus gras ou les plus salés, etc., dans les différentes catégories de produits, quel sera l'impact finalement sur la composition nutritionnelle moyenne et finalement sur l'apport en nutriments des Français. Donc là, ces rapports, on a toutes ces données-là. On n'a pas de seuil défini, mais en tout cas, il y a des éléments d'intérêt par rapport à ça. Donc, ces données sont en train d'être discutées donc avec les interprofessions, et donc on devrait avoir différents éléments bientôt. Alors, désolée, j'ai dû faire une mauvaise manip. Hop, c'est bon. Voilà. Une petite attention particulière quand même sur le sel, donc avec une réduction assez importante qui est attendue prochainement, quand même, 2025. Donc on a déjà et le pain est particulièrement cité, mais ça c'est pas des choses récentes aussi. Mais là dans le dernier document qui est paru, donc sur un bilan à mi-parcours du PNNS 2019-2023, donc il y a des choses bien avancées de l'interprofession en termes d'objectifs de réduction en sel pour les pains complets et le pain de mie. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être mises en place et prochainement finalisées. Ce que je voulais juste rajouter sur la partie sel, c'est qu'effectivement, ça, c'est un enjeu international. Donc, il y a énormément d'éléments qui sont disponibles auprès de l'OMS. Et puis, je voulais juste faire également un petit mot sur ces seuils de reformulation. Donc là, on en a dans le pain. Là, je reprenais un exemple du ministère de la Santé anglais, où là, effectivement, dans leurs documents, on a déjà des seuils qui sont visés en sel pour différentes catégories de produits. Donc, c'est des choses qui sont possibles, en tout cas, qui arrivent. Donc là, normalement, ça devrait être les derniers éléments au niveau français. Il ne faut pas oublier également les actions au niveau Europe. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, c'est un peu plus récent et qu'il y a différents éléments qui sont parus un petit peu pour mettre en place l'organisation peut-être au niveau européen. Donc, un livre blanc. De santé liées à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité. Donc ça, c'était en 2007. Ensuite, un cadre pour les initiatives relatives à certains nutriments, donc dans l'objectif de reformuler. Et puis, plus récemment, en 2016, le Conseil de l'Union européenne a fait un petit document sur l'amélioration des produits alimentaires. Et dans ce document, notamment, à l'issue de ce document, il a été décidé de faire un appel d'offres de la Commission européenne pour un projet sur un système de surveillance des initiatives de reformulation pour
pour le sel, les sucres et les matières grasses. Donc, ce n'est pas sans rappeler, en tout cas, l'expérience que la France peut avoir avec l'Ocalie. Et donc, effectivement, donc, avant ce nouveau projet, la Best Remap, donc avant, donc, il y avait un autre projet, Jampa, dans lequel l'Ocalie était très investi. Et donc, en tout cas, sachez que c'est un système qui est justement qui est en train d'être mis en place au niveau européen au travers de ce type de projet. Vous avez plus d'informations sur le site de l'Ocalie aussi. Donc là, c'est plutôt des éléments d'organisation, mais on voit que ça s'accélère ces dernières années. La Commission européenne plutôt en mode action. Donc là, le petit peu peut-être qu'on ne le voit pas très bien, mais donc depuis avril 2021 déjà, donc nous avons un règlement européen qui limite la teneur en acides gras trans dans les denrées alimentaires. Donc ça, c'est un premier point. Et effectivement, l'année 2020 donc, a vu paraître la stratégie européenne de la ferme à la table et un plan d'action assez détaillé donc, qui recouvre vraiment plein de notions dans cette stratégie. Et si on s'intéresse plutôt à ce qui concerne le volet nutrition, donc il est prévu donc, sur fin 2021 qu'il y ait des initiatives pour encourager les reformulations en incluant la fixation de teneur maximale pour certains nutriments. Donc on retrouve cette notion de seuil que l'on retrouve aussi au niveau national. Fin 2022, donc un petit peu plus tard, un volet sur l'instauration de profils nutritionnels pour limiter la promotion de denrées alimentaires riches en sel, en sucre et ou en matières grasses. Donc là, par rapport à cette notion de profil nutritionnel, ça doit vous évoquer cette notion réglementaire liée au règlement européen sur les allégations nutritionnelles et de santé, d'une part, donc il y a cette réflexion-là. Et puis en même temps, du coup, là, ça cible vraiment plutôt la publicité, la promotion des denrées alimentaires. Donc, je ne l'ai pas dit pour la France, mais effectivement, le Nutri-Score, notamment, il y a eu une réflexion pour que ce système soit utilisé pour l'autorisation ou l'interdiction ou la limitation de la promotion de denrées alimentaires qui n'auraient pas un bon Nutri-Score. Par bon Nutri-Score, on entend plutôt ceux qui vont être notés A, B, C. Effectivement, les recommandations alimentaires, elles vont être plutôt à limiter la consommation des denrées qui vont être notées D et E. 2020 également, un autre rapport de la Commission européenne, donc la plus ciblée, donc qui va concerner les formes d'expression complémentaires à la déclaration nutritionnelle. Donc là, on est bien dans le cadre du règlement INCO, dans lequel le Nutri-Score s'inscrit. Et notamment donc, dans ce rapport de la Commission européenne, donc, il reprend vraiment tous les systèmes qui peuvent exister en Europe, le Nutri-Score étant quand même le seul à avoir cette notion de notation. Et donc l'objectif, en tout cas pour fin 2022, c'est de proposer un étiquetage nutritionnel obligatoire, harmonisé, en face avant des emballages. Donc, effectivement, il y a plusieurs États membres qui sont pro Nutri-Score. Ce n'est pas le cas de tous les États membres, donc il y a beaucoup de discussions aujourd'hui à ce sujet. Voilà un petit peu les éléments que je voulais vous apporter de contexte, donc plutôt France et européen, par rapport à ce qu'on peut retrouver en termes de santé publique et puis de réglementaire, parce que finalement, on incite, mais à un moment donné, là, on veut aller plus vite, donc on passe par des obligations. Et puis, effectivement, quand on veut améliorer la qualité nutritionnelle du produit, la question, elle se pose de sur quoi je peux agir et de combien. Donc, la question du positionnement nutritionnel et finalement des indicateurs, des indicateurs nutritionnels, là dans notre cas, va se poser. Donc, effectivement, on va reparler avec MS Nutrition du Nutri-Score, que nous, on va plutôt, alors nous, je parle au nom du réseau, on va plutôt classer dans tout ce qui est système de profilage nutritionnel, parce qu'effectivement, il y a le Nutri-Score, mais il y en a eu d'autres aussi qui ont existé et qui existent. On peut parler aussi des indicateurs plutôt réglementaires. On peut avoir des seuils d'allégation nutritionnelle et de santé qui peuvent être intéressants pour des travaux de formulation. Des indicateurs scientifiques et techniques,
Donc là, on pourrait aller plutôt sur des références nutritionnelles pour la population, des notions d'équilibre alimentaire, mais aller encore plus loin sur un index glycémique ou un autre indicateur spécifiques à la catégorie de produits. Donc là, c'est plutôt des indicateurs fixes, c'est-à-dire que bon, ils peuvent évoluer, mais pas forcément très, très vite. Et puis plutôt des indicateurs dynamiques, au travers de l'ensemble des valeurs nutritionnelles des produits du marché, donc qui sont intéressants et que vous pouvez obtenir auprès soit directement de Locali, au travers des études sectorielles, de la table de composition nutritionnelle du SIQUAL, et puis en faisant votre propre veille concurrentielle. Donc cet espace en fait cette étape de questionnement du positionnement nutritionnel et du choix des indicateurs, c'est une des étapes que l'on réalise dans le cadre d'un diagnostic nutritionnel. Donc l'objet du diagnostic, c'est bien d'identifier les atouts et les faiblesses nutritionnelles du produit, les atouts visant à être valorisés et les faiblesses à être retravaillées, améliorées. Donc ça, c'est une démarche qui a été mise en place par l'Actia depuis pas mal d'années. Et puis, je voulais terminer donc, sur une actualité autour de la formulation nutritionnelle. Et effectivement, dans notre thème 2, donc là, nous allons lancer sur le mois de juillet un petit outil Excel qui s'appelle Optinut, pour aider à la formulation nutritionnelle. Donc, ce sera un petit outil qui va être en téléchargement gratuit suite à une petite inscription sur le site internet de l'Actia, actia.asso.eu. Ce petit outil Excel, il a une visée pédagogique dans le sens où il essaye d'aborder les notions de diagnostic et de décryptage du Nutri-Score, parce qu'effectivement, c'est une demande assez importante, mais il y a un champ laissé de possible pour pouvoir intégrer d'autres indicateurs nutritionnels et d'autres indicateurs en général qui peuvent intéresser. Donc ça, c'est issu du travail collaboratif qu'on a pu faire l'année dernière et ce début d'année avec le réseau NutriPrévius. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis ça me permet de faire un petit rappel de l'ensemble des partenaires du réseau NutriPrévius. Merci beaucoup, Lucille. Merci pour là aussi la présentation un peu de tous les indicateurs qui peuvent jouer quand on veut faire de l'amélioration nutritionnelle et puis au niveau réglementaire et de tous les chantiers qui sont à venir et qui sont à surveiller. Ça c'est super important aussi d'anticiper les changements, les profils nutritionnels, etc. Donc, merci beaucoup. On a une question de Grégory. Donc, par rapport à l'ANSES, est-ce qu'elle a tenu compte des facteurs de variabilité inter-individus par rapport aux recommandations pour éviter notamment, on parle du remplacement du sel de sodium par du sel de potassium et l'impact qu'il peut y avoir sur les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Est-ce que ça s'est pris en compte ? Alors, là, sur les recommandations alimentaires, elles restent sur la population générale. Ensuite, effectivement, il peut y avoir des recommandations plus spécifiques par rapport à des cibles. Alors, on cite souvent les personnes âgées ou dénutries, les femmes enceintes. Et donc, effectivement, s'il y a des pathologies spécifiques, là, je ne crois pas qu'on va les retrouver dans les recommandations alimentaires générales. Mais effectivement, il faut en tenir compte pour ces publics-là. Mais à ma connaissance, il n'y a pas, en tout cas au travers des documents du PNNS ou de l'ANSES, de choses spécifiques par rapport à ça. Merci. On a une question sur les acides gras trans et la notion de mise en place de seuil. Est-ce que ça prend en compte l'ensemble des acides gras trans ou en distinguant les trans naturels et technologiques ? Alors oui, le règlement européen fait bien cette distinction. Hein. On est sur 2% des acides gras trans, qui ne sont pas d'origine animale. Donc voilà, donc c'est pas la notion finalement technologique, mais c'est la notion végétale ou animale qui est reprise dans ce règlement. Merci. Alors, quid de l'intérêt de la modélisation par l'intelligence artificielle pour prédire certaines formulations en fonction de leurs bénéfices nutritionnels? Est-ce que vous avez entendu parler d'initiatives dans ce sens? Avec qui?
je vais laisser MS Nutrition répondre à la question après leur présentation. Voilà, ils sont beaucoup plus au fait sur ça. Je ne sais pas si on a perdu Lucille. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez toujours. C'est peut-être Lucille qui a bugué. Donc, en effet, on va peut-être garder la question pour après l'intervention de MS Nutrition. Alors, à voir par rapport à l'utilisation de l'IA. Mais en tout cas, en effet, on va parler de modélisation juste après. Donc, on pourra revenir sur cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Lucille, si elle revient avec nous? Eh ben, je vous propose qu'on passe justement à la dernière intervention, donc avec Florent Vieux, directeur général de MS Nutrition, et Mathieu Maillot, président de MS Nutrition, pour creuser cette question du Nutri-Score. Et si vous avez des questions pour Lucille ou pour MS Nutrition, on pourra les aborder en fin d'atelier. Merci encore, Lucille, si vous m'entendez. Merci Marine, et merci au Clubster NSL pour l'organisation et l'invitation à ce webinaire. J'en profite aussi pour remercier les différentes intervenantes qui nous ont proposé des présentations très intéressantes. Voilà, j'espère que vous voyez ma présentation. On voit très bien. Ouais. Hop, je vais mettre le petit pointeur rouge. Voilà. Donc, je m'appelle Florent Vieux, comme vous l'avez dit Marine, je suis directeur général de MS Nutrition et je suis accompagné pour cette présentation par Mathieu Maillot qui pourra intervenir si j'oublie certains éléments, par exemple, et qui est président de MS Nutrition. Et donc, on va présenter une présentation sous le titre vers une optimisation du Nutri-Score. Donc, effectivement, la transition tombait bien avec la question du chat, puisqu'on va présenter des approches. Alors, on ne peut peut-être pas parler d'intelligence artificielle, mais plus d'approche de recherche opérationnelle pour aider à la reformulation. Donc, quelques mots sur MS Nutrition, si mon diaporama veut bien avancer. Voilà. Donc, MS Nutrition, c'est une petite entreprise de 5 personnes, donc Mathieu Maillot et moi, qui l'avons fondée en 2014. Donc, nous sommes tous les deux chercheurs. Et puis, une troisième chercheure qui est Rosane Gazan. Et puis, on dispose également dans l'équipe de 2 ingénieurs, donc Romane Poinceau et Tiffaine Rognier. Et à noter que Romane Poinceau est également doctorante et qu'elle va soutenir sa thèse là fin septembre. Donc, ce qu'on fait dans MS Nutrition, on utilise des approches statistiques, de data management, de modélisation, de programmation pour essayer de répondre à des problématiques autour de la nutrition. Alors là, j'ai laissé seulement le terme nutrition, mais en fait, il faut également l'étendre à d'autres problématiques de l'alimentation, comme son coût ou comme son impact carbone, par exemple. Ce qui rejoint un peu la thématique générale de ce webinaire, l'alimentation saine et durable. Donc, on est capable de prendre en compte d'autres aspects que la nutrition seulement. C'est vrai que la genèse de MS Nutrition, comme son titre l'indique, ça reste la nutrition. Alors, plus concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des approches mathématiques, des outils mathématiques comme les statistiques, pour évaluer et améliorer la qualité de l'alimentation. Et on évalue et on améliore la qualité de l'alimentation à différents niveaux, soit en passant par les aliments considérés individuellement, donc là on fait référence à des concepts de profil nutritionnel et de reformulation, mais aussi on peut essayer d'évaluer et améliorer la qualité de menus qui sont servis en restauration scolaire, par exemple, et c'est d'ailleurs l'objet de la thèse à laquelle j'ai fait référence précédemment. On peut travailler au niveau des achats, puisqu'on a aussi l'existence de données d'achat qu'on peut utiliser pour essayer d'évaluer et améliorer. Et puis, on peut aussi se baser sur des enquêtes de consommation alimentaire, donc de type 1K, c'est des enquêtes nationales qui regroupent des milliers d'individus qui ont déclaré leur consommation alimentaire pendant un temps donné
Et on raccroche ces déclarations de consommation à des propositions nutritionnelles pour estimer les apports nutritionnels des individus et ainsi faire des études pour répondre à des problématiques de recherche. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus le niveau aliment et plus particulièrement comment évaluer et améliorer la qualité des aliments au sens du Nutri-Score. Donc, on a choisi pour cette présentation de se baser sur une étude de cas. On a choisi un aliment qui est la quiche potiron et fromage. Et donc, on va s'amuser à évaluer au sens du Nutri-Score cette quiche. Et puis aussi, on va essayer de l'améliorer pour savoir si on peut améliorer sa classe de Nutri-Score. Donc, dans la case d'évaluation, on va estimer sa composition nutritionnelle et puis calculer son Nutri-Score. Et puis, dans la case amélioration, on va articuler l'approche en 2 étapes. Une première étape, on va essayer de déterminer les cibles nutritionnelles qu'il faut que cette quiche atteigne pour gagner une classe de Nutri-Score. Et puis ensuite, comment ça se traduit en termes de formulation de la recette. Donc la quiche potiron fromage, sa recette est ici. Donc elle est composée de 10 ingrédients, de la pâte sablée, du lait, du fromage, du potiron bien sûr, de la cannelle, de l'amande, de la crème, des œufs, et du sel et du sucre. Donc c'est à partir de cette recette qu'on va commencer à évaluer la qualité nutritionnelle de cette quiche. Donc pour cela, on va saisir cette recette dans des outils qui ont en backup des compositions nutritionnelles de chacun de ces ingrédients. Et donc, on va pouvoir saisir chaque ingrédient avec la quantité de la recette pour estimer sa composition nutritionnelle. Alors, en l'occurrence, là, je me base sur un outil qui a été développé chez MS Nutrition et qui s'appelle MS Recipe. Et donc, on va pouvoir saisir chaque ingrédient avec sa quantité. Donc, on va saisir les quantités des 10 ingrédients. Il ne faut pas oublier, pour le calcul du Nutri-Score, de saisir la catégorie d'aliments, puisque l'algorithme du Nutri-Score diffère en fonction, si c'est un fromage, une boisson, une matière grasse ou un autre aliment, l'algorithme diffère un peu. Donc, pour le calcul du Nutri-Score, il est important de déclarer dans quelle catégorie appartient l'aliment. Et une fois qu'on a saisi cet ensemble d'informations, on peut générer l'algorithme du Nutri-Score qui va nous renvoyer donc le Nutri-Score de cette quiche fromage potiron qui est C. Donc on a aussi la composition nutritionnelle de la recette ici en format inclus. Alors une fois qu'on a évalué la qualité nutritionnelle de cette recette, on va passer à la phase d'amélioration. Donc on a vu que cette quiche atteignait une classe C, on va essayer de l'améliorer pour atteindre une classe Nutri-Score B. Alors, pour atteindre cet objectif, on a différentes options, différents procédés pour essayer d'améliorer le Nutri-Score de cette quiche. Soit on passe par un processus d'essai-erreur qui va consister à modifier un peu la recette, alors sur la base d'expertise, bien sûr. On sait, par exemple, que le Nutri-Score contient une composante acide gras saturé. J'ai du beurre dans ma recette. Je vais essayer de baisser le beurre et puis de le remplacer par quelque chose d'autre pour voir ce que ça donne en termes de Nutri-Score. Et puis, si mon Nutri-Score est amélioré, j'ai gagné. Et puis sinon, je remodifie la recette jusqu'à atteindre mon objectif, à savoir une augmentation de la classe de Nutri-Score. Alors, il y a certains inconvénients à cette approche, puisqu'elle peut être très chronophage. On peut modifier plusieurs fois la recette avant d'atteindre la composition permettant d'améliorer au sens du Nutri-Score. Et puis, on risque aussi de passer à côté de solutions qui pourraient être meilleures. Donc, l'enjeu, ça va être d'essayer de déterminer la solution optimale pour atteindre cette classe B de Nutri-Score. Donc, l'autre
procéder pour essayer de reformuler cette quiche, c'est une solution par optimisation et qui va se traduire en 2 étapes. Premièrement, identifier les cibles nutritionnelles qui permettront d'améliorer le Nutri-Score et ensuite reformuler la recette par un algorithme d'optimisation pour donc modifier les quantités de chaque ingrédient et atteindre une classe Nutri-Score supérieure. Donc, je vais m'arrêter sur la première étape dans un premier temps. Comment identifier des cibles nutritionnelles qui permettront d'améliorer le Nutri-Score de ma recette. Donc là, je vais passer par un autre outil qui a été développé par MS Nutrition, qui s'appelle MS Food, et qui est en ligne sur Internet. Donc dans cet outil, on retrouve ici notre quiche potiron fromage, donc avec sa composition nutritionnelle et sa classe C de Nutri-Score. Et puis, on va demander à l'outil, donc MS Food, de nous trouver les cibles nutritionnelles permettant d'atteindre la classe B. Et l'outil va nous renvoyer un ensemble de solutions, un ensemble de compositions nutritionnelles qui permettront de passer de la classe C à la classe B. Donc, chaque point qui est représenté sur ce graphique représente en fait une solution d'une composition nutritionnelle permettant d'atteindre ce Nutri-Score B. Alors l'atout, c'est que l'outil classe chacune de ces solutions de la plus réaliste en bas à gauche à la moins réaliste en haut à droite. Donc si on s'arrête sur la plus réaliste, l'outil va nous indiquer que pour passer cette quiche en classe B, il va falloir jouer sur les acides gras saturés, le sodium, les fibres et les protéines. Plus en détail, il faudra baisser la quantité d'AGS de 0,6 g, tout en augmentant la quantité de fibres de 0,3 g, augmenter la quantité de protéines et réduire la quantité de sodium de 112 mg à 90. Donc, en atteignant l'ensemble de ces objectifs nutritionnels, cette quiche pourra atteindre une classe Nutri-Score B. Donc, on a l'ensemble des objectifs nutritionnels qui sont résumés ici. Donc, en termes d'énergie, on n'aura pas besoin de changer la composante énergie, ni la composante sucre, ni la composante fruits et légumes. Par contre, on devra baisser les AGS, le sodium et augmenter les fibres et les protéines. Donc, une fois qu'on a déterminé ces cibles nutritionnelles à atteindre, on va passer à l'étape de reformulation par algorithme d'optimisation. Alors, pour comprendre ce que c'est un petit peu l'optimisation, ce graphe-là présente les grands principes. Donc, qu'est-ce que l'optimisation? C'est 3 blocs, si vous voulez, ou 3 paramètres que l'utilisateur va devoir renseigner. Alors, tout d'abord, on a ce qu'on appelle les variables, qui sont en fait les ingrédients. Donc, par exemple, les 10 ingrédients de notre recette de quiche. Pour chacun de ces ingrédients, on a des compositions nutritionnelles. On peut avoir également d'autres informations comme le prix, le coût environnemental ou la composition en toxique. Deuxième paramètre que l'utilisateur doit avoir, c'est des exigences, à savoir qu'est-ce que je veux que ma recette atteigne comme exigence en termes de nutriments et d'ingrédients. Donc, on peut fixer des quantités de fibres à atteindre, des quantités d'AGS, etc. sur chaque nutriment. On peut aussi fixer des exigences en termes d'ingrédients, à savoir, je ne veux pas que ma recette, que tel ingrédient dépasse 50% de ma recette, par exemple. Et puis, on peut fixer un ensemble d'autres contraintes ou exigences sur différents paramètres. Donc, si on dispose du coût des ingrédients, on va pouvoir aussi introduire une contrainte de coût total de la recette pour que la recette finale ne dépasse pas un certain coût. Le troisième bloc, c'est ce qu'on appelle la question posée ou la fonction objectif. On va pouvoir, par exemple, demander à l'outil d'optimisation, avec ces ingrédients et les exigences que je demande,
sors-moi la formulation qui a le coût minimum. Donc, une fois que l'utilisateur a déterminé ces 3 paramètres, il n'a plus qu'à cliquer sur le bouton pour que l'algorithme sorte une recette à partir des ingrédients fournis qui respecte l'ensemble des exigences que l'utilisateur a entrées et qui va répondre à la question posée, à savoir le coût le plus faible, par exemple. Donc, si on reporte ça à notre étude de cas, qui est celui de la quiche, on va rentrer dans l'outil nos 10 ingrédients, donc les œufs, la pâte, le lait, etc., pour lequel on a des compositions nutritionnelles. On va introduire les exigences, et notamment sur les nutriments, et là, on va pouvoir récupérer les cibles nutritionnelles qu'on a précédemment déterminées lors de la première étape. Et puis, dans le cadre de cet exemple, on va aussi introduire une contrainte d'ordre entre les ingrédients, qu'on va appeler plus une contrainte de réalisme pour que la solution ne propose pas plus de lait que de pâte. Enfin, on va, comme question posée, essayer de déterminer une recette qui s'éloigne le moins possible de la recette initiale qu'on a vue en début de présentation. Donc, une fois qu'on a fixé l'ensemble de ces paramètres, on va pouvoir lancer l'algorithme d'optimisation qui va donc sélectionner les ingrédients, leur affilier des quantités pour faire une recette qui respecte l'ensemble des cibles que nous avons déterminées et qui va essayer de rester le plus proche possible de la recette initiale. Donc, on va pouvoir saisir ces 8 contraintes-là dans un outil d'optimisation, donc celles qui ont été déterminées précédemment grâce à MS Food. Et puis, on va rajouter une contrainte indiquant que chaque ingrédient doit garder le même ordre par rapport à la recette initiale. Donc, une fois qu'on a saisi l'ensemble de ces éléments dans l'outil d'optimisation, l'outil va nous renvoyer la recette qui permet d'atteindre l'ensemble de ces exigences. Et là, en l'occurrence, en rentrant celle sélectionnée tout à l'heure, on va obtenir une recette légèrement différente de celle initiale, mais qui permet d'atteindre un Nutri-Score supérieur. Donc, on voit que pratiquement tous les ingrédients ont changé en termes de quantité. La plupart ont augmenté, excepté la pâte sablée ici qui a réduit. Le sucre n'a pas bougé, par contre, par rapport à la recette, la quantité de sucre, en tout cas, n'a pas bougé par rapport à la recette initiale. Donc, on peut obtenir à la fin de cet exemple une quiche en Nutri-Score B en faisant cette formulation. Donc, au final, on a vu qu'il était possible d'optimiser le Nutri-Score de cette quiche, mais on peut le déployer à bien d'autres recettes avec des approches spécifiques basées sur des approches quantitatives. Alors, nous avons déployé une stratégie en 2 étapes. La première qui va consister à déterminer les objectifs nutritionnels à atteindre et la seconde qui va transformer ces objectifs nutritionnels en quantité d'ingrédients. Alors, bien sûr, les solutions de reformulation proposées restent théoriques et doivent être testées en termes organo, etc. Cependant, l'avantage d'une telle approche est qu'elle est personnalisable, évolutive. Donc là, on a adressé un exemple autour du Nutri-Score, mais on peut intégrer tout un tas d'autres contraintes. Donc, je l'ai exprimé pendant l'exposé en termes de coûts ou en termes d'atteinte d'allégations nutritionnelles, par exemple. Alors, dans cet exemple, donc, je me suis basé sur l'utilisation d'un outil qu'on a développé chez MS Nutrition qui s'appelle MS Recipe. Mais effectivement, comme l'a indiqué tout à l'heure Lucille, il y a des techniques d'optimisation peuvent être utilisées par des outils presque
libre d'accès puisque le solver d'Excel permet de faire de l'optimisation. Donc, c'est un petit module à intégrer à Excel et qui permet donc de mener des actions d'optimisation. Donc, pour finir, je vais juste revenir sur deux des outils dont j'ai parlé pendant cette présentation, donc MS Food. Donc, je pense que vous avez compris que c'était un outil qui permettait d'identifier des cibles nutritionnelles pour améliorer le Nutri-Score. Cet outil permet aussi, a aussi un module de descriptif d'un portefeuille de produits, donc dans lequel on charge une base de données de son portefeuille, de son portefeuille de produits. Et l'outil va proposer un ensemble de tableaux et de graphiques permettant une analyse de ce portefeuille au sens du Nutri-Score. Il va permettre aussi éventuellement de comparer son offre, la qualité de son offre à celle de la concurrence, par exemple. Et puis MS Recipe, le second outil, où là, vous avez pu voir à peu près ce qu'il proposait, puisqu'il permet à la fois d'estimer la composition nutritionnelle à partir d'une recette, et puis également de procéder à une approche de reformulation par optimisation. Alors, je crois que j'en ai terminé. Si vous voulez en savoir plus sur ces approches ou ces outils, je vous invite à consulter notre site ou à nous contacter directement par email. Et puis, je remercie à nouveau le Clubster NSL pour son invitation et l'organisation de ce webinaire. Merci beaucoup Florent pour cette présentation illustrée avec cet exemple aussi de recette qui montre bien un petit peu le chemin et comment on peut optimiser le Nutri-Score. N'hésitez pas si vous avez des questions, il nous reste 5-10 minutes pour Florent ou peut-être pour les autres intervenants. Alors une question, est-ce que votre approche de reformulation se base également sur de la programmation linéaire? Tout à fait. La deuxième étape de formulation, donc la dernière étape, se base sur la programmation linéaire. Alors nous, on essaie d'aller un peu plus loin parce que selon certaines demandes, on peut avoir affaire à des relations qui ne sont pas linéaires. Donc on est engagé aussi dans une recherche on continue à développer l'outil pour intégrer des relations qui ne sont pas linéaires, par exemple. Mais globalement, c'est des approches de ce type-là. Mathieu, n'hésite pas à ajouter autre chose. Oui, mais c'est bon. J'aurais pour l'instant rien d'autre à dire. Merci. Alors moi j'ai une petite question, peut-être le temps que d'autres arrivent. Là on entend parler du Nutri-Score qui sera appliqué pour la restauration hors foyer. J'imagine que ce modèle du coup il pourrait être. Est-ce que vous avez des infos par rapport à ça peut-être? Est-ce que ça sera à l'échelle du menu ou est-ce que ça sera toujours le Nutri-Score par aliment? Auquel cas est-ce que si c'est à l'échelle du menu, le modèle peut se dupliquer plus largement pour avoir un Nutri-Score global? C'est vrai que je me pose la question par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si on est les meilleures personnes à questionner sur le sujet. Peut-être Lucille, oui. Le Nutri-Score tel qu'il a été envisagé a quand même vocation à noter des aliments. Je ne sais pas s'il compte le déployer à l'échelle du menu. Effectivement, j'en ai entendu parler aussi, mais je peux avouer que je n'ai pas plus d'éléments sur le sujet. Ce que j'ai lu dans le bilan à mi-parcours du PLMS 4 là, 2019-2023, c'est qu'effectivement, du coup, il y a eu des expérimentations d'utilisation du Nutri-Score pour des menus. Mais effectivement, je pense qu'ils ont fait alors le mode de calcul, je pense qu'il n'a pas été modifié, mais je pense qu'il y a forcément une réflexion pour passer du produit au menu. De ce que j'ai lu, c'est qu'effectivement, ce seraient des choses qui seraient mises à disposition cette année pour les entreprises qui souhaitaient, de la restauration, qui souhaiteraient l'utiliser. Et on restera peut-être à l'échelle de l'aliment, mais en restauration hors foyer, en effet, ou ça va peut-être amener à évoluer, mais c'est vrai que je me posais la question. Non, je ne sais pas du coup comment ils ont fait pour le dupliquer au niveau du menu, mais a priori, voilà, c'était en cours d'expérimentation et il devrait y avoir des informations cette année
sur comment ça s'est organisé du coup. On va surveiller tout ça. Merci. Il y a une question pour l'ensemble des intervenants, donc celui qui se sent de répondre, n'hésite pas. Le Nutri-Score est-il vraiment l'indicateur harmonisé à privilégier? Une note attribuée à un aliment pour dire s'il est intrinsèquement bon ou mauvais semble simpliste. Par exemple, l'œuf, ingrédient à Nutri-Score A, est à limiter chez les personnes souffrant d'hypercholestérolémie. Et donc, en insistant sur le fait que voilà, les malades chroniques représentent un tiers de la population française. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, l'équilibre nutritionnel, il ne se fait pas sur un aliment, effectivement, il se fait sur une diète complète. Donc, il faut considérer l'indicateur comme une aide, mais il ne faut pas oublier que c'est une combinaison de ces aliments qui fait une diète équilibrée. Et que je ne suis pas sûr, enfin, on pourrait faire des simulations mettant en œuvre que des Nutri-Score A et sortir des diètes assez horribles finalement en termes nutritionnels parce que et puis on retrouve c'est un outil qu'il faut qui est intéressant de mettre en œuvre pour l'instant, bien sûr. Il y a toujours le côté personnalisation et en effet pathologie chronique, et ce qui fait que par exemple, oui, on a un Nutri-Score E sur un produit. Si on est diabétique, on ne sait pas si c'est un excès de sucre, un excès de sel, quoi. Il y a ce côté-là aussi, je pense, dans la lecture du Nutri-Score. Par rapport à l'harmonisation qui est prévue au niveau européen, j'imagine qu'il y a tous les autres logos en Europe qui peuvent entrer en course aussi, hein. C'est pas forcément le Nutri-Score, il y en a peut-être d'autres qui sont en liste. C'est ça, hein. Oui, le rapport de la Commission européenne là, de 2020 reliste tous les systèmes qui sont utilisés. Donc le Nutri-Score en fait partie, c'est le seul à proposer un système de notation. Ensuite, on retrouve les systèmes de type Traffic Light ou clé verte, voilà, d'autres systèmes qui soit apportent une information factuelle, soit mettent en avant que certains aliments, avec la clé verte par exemple. Donc il y a d'autres systèmes qui sont disponibles. Donc c'est sûr que c'est toujours l'inconnu entre l'agenda prévisionnel donc à fin 2022 et est-ce qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va ressortir. Il y a encore il y a des questions aujourd'hui sur est-ce que le Nutri-Score devrait être appliqué à tous les produits. Hein. Vous en avez peut-être entendu parler sur les produits qui sont sous signe de qualité, par exemple, des choses comme ça. Donc, dans l'organisation qui a été mise en place sur le Nutri-Score au niveau européen, donc il y a une instance scientifique et un comité de pilotage. Donc, il y a un comité de pilotage qui suit l'évolution du Nutri-Score et donc, qui est déjà recommandé par certains États membres. Et le comité scientifique, il est à l'écoute voilà, et suit les différentes publications qui peuvent être faites sur l'intérêt santé quand même du Nutri-Score. On voit bien qu'il y a quand même des consommateurs qui s'orientent sur des produits de meilleure qualité nutritionnelle. Donc c'est un peu ça aussi, c'est peut-être mieux expliquer le Nutri-Score. Et voilà, le Nutri-Score, non, ça n'intègre pas les additifs, etc. Parce que c'est vrai que du coup, nutrition, santé, voilà, faut le remettre dans son rôle premier. Son objectif premier, c'est comparer les aliments entre eux pour un consommateur. Voilà, au sein des biscuits, vous en avez du A au E. Bon, voilà, soit on fait en fonction de ce critère d'achat-là, mais il y en a d'autres aussi. Donc et puis l'autre volet, c'est reformuler. Voilà, le second objectif, c'est inciter à reformuler pour gagner une meilleure note. Et donc l'impact du Nutri-Score sur la reformulation, c'est à suivre aussi cette année, hein, c'était ça? Mais c'est ça, effectivement, on aura des données de 2020, notamment sur les plats cuisinés, charcuterie, de ce que j'ai lu. Et donc, pour l'instant, on n'est pas à même de dire l'impact du Nutri-Score sur les reformulations, mais ça devrait être des informations à venir qu'on va retrouver sur le site de Locali. Tous les éléments que j'ai repris sont sur le site internet de Locali.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants, peut-être des intervenants entre eux, avant de clôturer ce webinaire très riche? Je vous rappelle donc il a été enregistré, donc il sera envoyé à tous les participants et à ceux qui n'ont pas forcément pu se joindre aujourd'hui et également aux adhérents. Alors, il était prévu d'accompagner le Nutri-Score d'éducation. Or, il me semble que pour l'instant, le consommateur a peu d'infos, mis à part qu'il doit viser un A. Avez-vous des infos à ce sujet? Peut-être Lucille. Ouais, il y a effectivement un souci de déploiement d'informations. Il y a eu l'année dernière, il y a eu quand même voilà, quelques campagnes publicitaires, voilà, il y a quelques informations. Mais c'est vrai qu'on est arrivé, juste pour se remettre un peu en tête, hein, finalement, le Nutri-Score, donc le décret, il est paru en 2017. C'est à cette date-là, effectivement, on était donc sur quelque chose de volontaire, donc forcément pour les entreprises, changer les packs, etc. Enfin, c'est quand même aussi, il faut un certain temps. Et donc, sont arrivés, 2017, ce sont à ce moment-là que sont arrivées les applications smartphone, où effectivement elles ont été très orientées aussi sur le Nutri-Score, laissant la possibilité d'accéder finalement plus rapidement au travers de ce moyen-là aux informations que les entreprises pour le temps nécessaire à informer aussi. Et donc ça explique pas tout, mais bon, finalement, le Nutri-Score a été finalement vite repris quand même par les consommateurs. Donc, mais après, c'est sûr qu'il faudrait, il faut rappeler, puis il faudrait rentrer vraiment dans le détail du calcul en fait pour rappeler que le Nutri-Score, il peut dire que ce pourquoi il a été destiné au départ. Donc c'est vrai que c'est tous ces éléments historiques qui aident. Voilà, dans les leviers d'optimisation sur l'alimentation saine et durable, c'est vrai qu'il y en a, finalement, il y en a plein, mais il va falloir vraiment les adapter et de comprendre voilà, quelles sont finalement des contraintes. Aujourd'hui, ça permet et comme il y en a de nombreuses, il faut un peu les hiérarchiser aussi. Donc, c'est cette équation-là qui est un petit peu complexe et qui des outils qui se développent, mais on en est un peu là. On greffe un peu tout. Et il y a plein d'applis, il y a plein de scores. Et donc forcément, hein, Nutri-Score, Toxi-Score, Eco-Score, PAC-Score, Franco-Score. Voilà, je m'arrêterai là. Il y a un peu de quoi perdre le consommateur. Aussi, donc voilà. Donc forcément, c'est peut-être pas clair le Nutri-Score, mais en même temps, il y a eu tellement de développement en peu de temps aussi qu'il y a de quoi s'y perdre. Et autant en tant que consommateur, mais en tant qu'entreprise aussi, il faut réussir à appréhender tout ça. C'est vrai que ça évolue vite. Ouais, il y a sûrement encore des choses à mettre en place pour accompagner la lecture du Nutri-Score et corriger, parce qu'on voit que la notoriété, elle augmente, que de plus en plus de monde a vu ou connaît le Nutri-Score, mais c'est vrai que derrière, finalement, on ne sait pas comment chacun appréhende et l'intègre dans son quotidien. Et notamment, on parlait de personnalisation entre un sujet âgé, une personne précaire, etc. Finalement, comment il se positionne par rapport au Nutri-Score. Et il y a peut-être des choses à mettre en plus pour accompagner. Peut-être c'est une bonne question. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Encore un grand merci à nos intervenants pour ces présentations très intéressantes sur ce sujet. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez aussi, si vous avez de nouvelles questions pour les intervenants, si vous voulez être mis en relation, c'est aussi le but, c'est de vous montrer un petit peu les enjeux et puis de pouvoir aller plus loin, de monter des projets, des groupes de travail aussi via Clubster NSL. Voilà, c'est déjà des sujets qu'on a en cours évidemment sur nutrition, prévention, Nutri-Score et alimentation aussi durable. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis, donc, je vous repartage le replay à tous très prochainement. Donc, merci beaucoup et une très bonne journée à tout le monde. Merci à tous. Bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.